Je m'appelle Marie-Isabelle, j'ai 42 ans et aujourd'hui je vis dans une petite ville du sud-ouest de la France, loin de ma famille, loin de mon passé. J'ai changé de région, de métier, de visage presque, mais je n'ai jamais pu fuir totalement la femme que j'étais. Pendant 15 ans, j'ai vécu une double vie, une vie de mensonges, de feu et de silence. Personne ne le savait, ni mon mari, ni mes enfants, ni même ma sœur la plus proche. Et quand la vérité a éclaté, il était déjà trop tard. J'avais tout perdu, absolument tout. Mais je ne peux pas commencer cette histoire par la fin. Il faut remonter à ce moment précis où ma vie a bifurqué. Peut-être qu'en la racontant, je réussirai à m'alléger, un peu. Ou peut-être qu'une femme, quelque part, comprendra ou me pardonnera. À 20 ans, j'ai épousé Raoul, un homme bon, solide, travailleur. Il n'était pas démonstratif ni passionné, mais il était constant. Il m'aimait, à sa façon. Nous avons eu 2 enfants ensemble. Et en apparence, nous formions une famille normale, discrète, respectée. Lors des repas de famille, j'observais souvent mon oncle Rodolphe et sa femme Laetitia, la sœur aînée de ma mère. Ils semblaient complices. Leur maison était belle, leur fils bien élevé. Rodolphe était un homme charismatique, cultivé, drôle. Il avait ce don pour vous faire sentir unique. Moi, je l'ai toujours vu comme un homme de confiance, un oncle bienveillant. Il me prenait dans ses bras plus longuement que les autres, me parlait doucement, me regardait avec une intensité que je ne voulais pas voir. Tout a basculé un soir d'hiver, après une fête d'anniversaire chez mes parents. Raoul aidait à ranger. Les enfants dormaient à l'étage. Rodolphe a proposé de me raccompagner. Dans la voiture, il m'a posé une question simple, mais brutale. Est-ce que tu es heureuse, Marie? Je n'ai pas su quoi répondre. J'ai bredouillé un oui, par réflexe, mais lui m'a regardé droit dans les yeux et m'a dit: Tu mérites plus qu'une vie correcte. Tu mérites le feu. Cette phrase a planté une graine dans mon esprit, une phrase que je n'ai plus jamais pu oublier. Dans les jours qui ont suivi, j'ai commencé à le chercher de regard lors des réunions, à écouter plus attentivement sa voix, à guetter ses gestes. Et puis un jour, ça s'est produit. Lors de l'anniversaire de mon cousin, toute la famille était dans le jardin. Moi, je rangeais dans la cuisine. Rodolphe m'a suivi, m'a pris la main et m'a embrassé. Je ne l'ai pas repoussé. Pire encore, j'ai fermé les yeux. J'ai laissé ce baiser me traverser toute entière. C'était comme une explosion silencieuse. Une partie de moi s'est réveillée. Ce qui aurait dû être une erreur, un moment de faiblesse, est devenu un secret. Un secret qui a duré 15 longues années. On se voyait dans des hôtels en bord de route, dans sa voiture, parfois même dans la maison de Laetitia, quand elle s'absentait. C'était toxique, c'était interdit, mais c'était réel. Et je me convainquais que personne ne souffrait, que chacun gardait sa vie intacte. Mais je me trompais. La culpabilité s'est installée, d'abord comme une ombre, puis comme un poison. Je devenais irritable avec mes enfants, distante avec Raoul. Je pleurais sous la douche. Et pourtant, Rodolphe continuait de me dire que j'étais sa vérité, sa lumière. Et moi, je le croyais. Pendant des années, j'ai vécu entre deux mondes. Le matin, j'étais l'épouse de Raoul, la mère aimante, la femme discrète. Et certains après-midi, j'étais l'amante cachée de Rodolphe. Notre relation n'avait rien de romantique. Elle était brûlante, instable, dangereuse. Mais
Elle avait ce goût interdit qui me donnait l'illusion d'exister. Avec lui, je me sentais regardée, écoutée, désirée. Je croyais que c'était de l'amour. Je croyais que c'était ce qui me manquait. On se retrouvait dans des hôtels mythos en périphérie, dans des parkings vides à la tombée de la nuit, parfois même dans la maison de Laetitia quand elle était en voyage. C'était sordide, mais j'y allais quand même. J'y allais parce que, dans ses bras, j'avais l'impression d'échapper à ma propre vie. Et pourtant, la culpabilité était là, tous les jours. Chaque fois que mes enfants m'appelaient maman, chaque fois que Raoul m'embrassait sur le front, chaque fois que Laetitia me parlait avec tendresse, j'étais partagée entre deux réalités, deux vérités, deux visages. Et cette déchirure me transformait. Je devenais impatiente, absente. Je m'en voulais. Mais je ne savais plus comment sortir de ce piège que j'avais moi-même construit. J'essayais de me convaincre que je ne faisais de mal à personne, que je contrôlais tout, que tant que personne ne savait, ce n'était pas réel. Mais ce n'était qu'un mensonge de plus. J'ai continué cette vie parallèle pendant 15 ans. 15 ans de mensonges. 15 ans à fêter les anniversaires en famille, à regarder mes enfants jouer avec tonton Rodolphe pendant que je cachais mes tremblements. Je me rappelle d'un Noël particulièrement cruel. Nous étions tous réunis chez mes parents. Rodolphe et moi, nous étions croisés dans le couloir. Il m'a frôlé du bout des doigts. Un contact infime, mais brûlant. Mon corps s'est emballé. Et une seconde plus tard, mon fils est apparu dans le couloir en criant « Tonton !» J'ai eu envie de vomir. Nous n'avons jamais parlé de l'avenir. Nous savions tous les deux que nous n'allions pas quitter nos conjoints. On se disait que c'était trop compliqué. Mais au fond, nous étions surtout lâches. Et puis, un jour, Raoul est tombé malade. D'abord, ce n'était qu'une toux persistante, puis une fatigue, puis un diagnostic brutal, un cancer avancé. Les médecins étaient pessimistes. Et moi, j'ai compris que ma double vie allait me exploser en pleine figure. Raoul a passé les derniers mois de sa vie à la maison. Je l'ai veillé, j'ai tenu sa main, j'ai pleuré avec lui. Et pendant tout ce temps, j'ai réalisé à quel point il était un homme bon, digne, présent, et à quel point je l'avais trahi. Il n'a jamais su. Du moins, je l'espère. Il est parti un matin de février, paisiblement, dans son sommeil. Et moi, j'ai senti une partie de moi mourir avec lui. J'aurais pu tout arrêter là, enterrer le passé avec lui. Mais Rodolphe, lui, pensait différemment. Pour lui, c'était notre moment. Il m'a dit qu'on pouvait enfin être ensemble, sans se cacher, qu'on pouvait vivre notre amour au grand jour. Mais je ne voulais plus. Quelque chose s'était brisé en moi. En me regardant dans le miroir, je ne voyais plus une femme amoureuse. Je voyais une femme coupable, une femme brisée, une mère absente, une traîtresse. J'ai dit à Rodolphe que tout était terminé, que je ne voulais plus jamais revivre dans le mensonge, que je devais penser à mes enfants. Il ne l'a pas supporté. Il s'est senti trahi, abandonné. Et ce qu'il a fait ensuite, je n'aurais jamais pu l'imaginer. Je pensais que le pire était derrière moi, que la mort de Raoul, la culpabilité, le deuil, était déjà la plus grande punition. Je croyais que dire non à Rodolphe suffirait à tourner la page. Mais je me trompais. Une semaine après notre dernière conversation, alors que je lui avais demandé de ne plus me contacter, il a débarqué chez ma mère, sans prévenir, un samedi après-midi. Toute la famille était réunie pour l'anniversaire de mon frère cadet.
Mes enfants étaient là. Mes tantes, mes cousines, Laetitia, bien sûr, et moi, dans la cuisine, occupée à surveiller un gâteau au four, insouciante, pour une fois. Et puis, le silence. Un silence épais, inhabituel. Je me suis retournée, j'ai éteint le four et j'ai avancé vers le salon. Rodolphe était là, debout au milieu de la pièce, les bras croisés, les yeux sombres, la voix tremblante. Ma mère essayait de le calmer, mais il haussait le ton. Je n'ai pas eu le temps de comprendre ce qui se passait, qu'il a crié. Je veux que tout le monde m'écoute. Vous avez partagé la table avec elle pendant des années, sans rien savoir. Mon cœur s'est arrêté. Je savais exactement ce qu'il allait faire. Ma mère lui disait d'arrêter. Laetitia avait déjà pâli, mais Rodolphe m'a regardé droit dans les yeux. Et il a lâché. Marie-Isabelle et moi avons été amants pendant 15 ans. 15 ans. Pendant que vous la félicitiez pour ses plats. Pendant que vous admiriez son couple. Elle me retrouvait en secret. Elle me disait qu'elle m'aimait. Et maintenant, elle me rejette comme une ordure. Le temps s'est figé. Laetitia a laissé tomber un plat qu'elle tenait. Mon fils a eu un haut le cœur. Mes cousines me fixaient, choquées. Ma mère s'est effondrée dans le canapé, le visage entre les mains. Moi, je suis restée là, debout, figée, comme si on venait de m'arracher la peau devant tout le monde. Je voulais parler, dire que ce n'était pas vrai, que Rodolphe mentait. Mais je n'en avais pas la force, parce que tout était vrai. Les minutes qui ont suivi sont floues. Laetitia s'est mise à hurler. Ma mère m'a regardée comme si elle ne me reconnaissait plus. Mes sœurs ont détourné les yeux. Mes enfants avaient cette expression de dégoût mêlée à une incompréhension absolue. Rodolphe, lui, a quitté la maison comme un martyr, fier, comme s'il avait enfin obtenu justice. Et moi, je suis restée seule dans le silence le plus lourd que j'ai jamais connu. Personne ne m'a adressé la parole ce jour-là. Personne ne m'a demandé si c'était vrai, si j'avais une explication, une défense. Le jugement était tombé. Le soir même, j'ai reçu des messages de mes cousines, me traitant de traînée, de honte de la famille. Ma tante Laetitia a fait ses valises quelques jours plus tard et a quitté la région. Mes enfants, mon fils aîné a décidé de partir vivre chez ses grands-parents. Le plus jeune est resté à la maison, mais il ne me regardait plus dans les yeux. Notre maison est devenue un mausolée, un lieu gelé par le silence, les regards blessés, les soupirs amers. J'ai tenté de reprendre une vie normale, mais le poids était trop lourd. J'ai perdu mon emploi. Je ne dormais plus, je ne mangeais plus. Et le pire, ce n'était pas le rejet, c'était la honte. Une honte profonde, collante, qui me collait à la peau comme une deuxième chair. J'ai pensé à partir, j'ai pensé à disparaître, mais quelque chose m'a retenu. Peut-être une once d'espoir, peut-être la peur, ou peut-être l'idée que tout n'était pas encore perdu. Partir a été à la fois un abandon et une survie. Après l'explosion, je ne pouvais plus rester dans cette ville. Chaque rue, chaque magasin, chaque regard me rappelait ce que j'avais fait, ce que j'étais devenue. J'ai trouvé une petite chambre à louer dans une maison ancienne, dans une commune tranquille de la région Nouvelle-Aquitaine. La propriétaire, une veuve discrète nommée Madame Thérèse, m'a accueillie sans poser de questions. Elle m'a simplement tendu les clés et demandé le loyer du mois. Je l'ai remerciée presque en larmes. Ce silence-là valait de l'or.
J'ai laissé derrière moi la maison familiale, les photos, les meubles, les traces de ma vie avec Raoul. J'ai emporté 2 valises, un peu d'argent et une âme en ruine. Là-bas, personne ne me connaissait. On m'appelait Madame Marie. Les voisins me saluaient poliment sans me questionner. Ce calme apparent me donnait un peu d'air. J'ai cherché du travail partout. Boulangerie, café, ménage, marché. Finalement, j'ai trouvé un poste dans un petit restaurant familial, comme aide cuisinière. Ce n'était pas grand-chose, mais ça me permettait de manger, de payer le loyer et de m'occuper l'esprit. Les journées passaient. Les gestes devenaient automatiques. Couper les légumes, laver les assiettes, récurer les sols. Et le soir, le silence. Ce silence qui revenait me hanter. Dans ma petite chambre mansardée, je m'allongeais sur le lit et regardais le plafond. Parfois, je pleurais sans bruit. Parfois, je m'endormais en serrant un coussin, comme si c'était mon fils. J'ai écrit des lettres à mes enfants. Je leur ai demandé pardon. Je leur ai dit que je les aimais, que je comprenais leur douleur, que je ne voulais pas justifier, seulement expliquer. Le plus jeune a fini par me répondre un jour: Je vais bien, mais j'ai besoin de temps. Ce message, court d'effroi, est devenu ma lueur. Je m'y suis accrochée comme à une bouée dans une mer glacée. Je ne lui ai pas réécrit. Je voulais respecter son rythme. Mais, dans mon cœur, quelque chose s'est rallumé. Un dimanche, j'ai suivi une voisine à l'église du quartier. Je n'étais pas croyante, mais j'avais besoin de compagnie, de chaleur humaine. Dans ce cercle de femmes, je ne racontais pas toute mon histoire, seulement des bribes, la perte, la solitude, le regret. Et un jour, une femme prénommée Camille m'a pris dans ses bras après une réunion et m'a dit: Il n'y a pas de faute que Dieu ne puisse pardonner. Le vrai problème, c'est quand nous, les femmes, ne savons pas nous pardonner à nous-mêmes. Ces mots ont frappé fort, parce que c'était exactement ça. Je portais en moi un tribunal permanent, une sentence quotidienne. Alors, j'ai commencé à écrire, tous les soirs, des lettres, des pensées, des prières. C'était ma façon de me reconstruire, mot après mot. Dans un carnet à couverture bleue, j'ai couché mes regrets, mes souvenirs, mes rêves cassés. J'ai aussi écrit des lettres à Raoul, et une en particulier que je n'ai jamais envoyée, mais que je relis parfois. Elle commence par: Je ne cherche pas ton pardon. Je cherche seulement à redevenir humaine. Petit à petit, je me suis autorisée à vivre de petites choses. Boire un thé en terrasse, écouter la pluie contre la vitre, sourire à un inconnu. Et même si le passé ne disparaît jamais, il cesse, parfois, d'hurler. Un an après mon arrivée dans cette ville inconnue, alors que j'avais enfin trouvé une routine simple et supportable, il est réapparu. Rodolphe. C'était un jour banal. Je sortais du supermarché avec 2 sacs lourds, concentré sur mes pas, quand je l'ai vu, de l'autre côté de la rue, seul. Mon cœur s'est figé. Il avait vieilli. Ses épaules étaient affaissées. Il semblait plus petit, plus vide. Il ne m'avait pas encore vu. Mais moi, je ne pouvais plus bouger. J'étais une statue, jusqu'à ce que nos regards se croisent. Il a traversé lentement, s'est arrêté à quelques pas. Sa voix, quand il a parlé, n'avait plus rien de charme d'autrefois. Je ne savais pas que tu vivais ici. J'ai voulu partir, l'ignorer, mais je suis restée. Peut-être avais-je besoin de cette dernière conversation. Je voulais juste savoir si tu allais bien, a-t-il ajouté. Mon sang a bouilli, comme s'il avait le droit de se soucier de moi après avoir détruit ma vie devant toute ma famille. Je suis vivante.
et j'apprends à vivre avec ce que tu m'as laissé. Et je répondis. Il a baissé les yeux, murmurant qu'il ne voulait pas me faire de mal, qu'il était blessé, qu'il se sentait rejeté. Et tu as pensé que humilier la mère de tes neveux devant tout le monde, c'était la solution? Il n'a rien dit. Son silence était son aveu. Je ne te déteste pas, mais je ne te pardonne pas, parce que toi aussi, tu savais. Tu étais mon oncle, tu avais une femme, un fils, tu aurais dû me repousser, pas m'enfoncer plus loin. Il a acquiescé, presque honteux. Je me suis trompée, moi aussi, mais j'essaie de ne pas recommencer. Je suis partie, sans me retourner. Ce chapitre était clos. Il ne méritait plus une ligne dans ma vie. Ce soir-là, j'ai pleuré, mais ce n'était pas de l'amour. C'était du soulagement. Le genre de larmes qu'on verse quand on réalise qu'on ne veut plus revenir en arrière. Depuis, je continue. Lentement. Mes enfants ne sont pas revenus, mais ils ont répondu à 2 de mes messages. Des mots simples. Comment vas-tu? On est bien? On te souhaite du courage. Et ces phrases valent plus que 1000 pardons, parce qu'elles contiennent une chose précieuse, la possibilité. J'écris toujours dans mon carnet. J'y laisse des lettres ouvertes à mes fils. Je parle parfois à Dieu, sans savoir s'il m'écoute. Je me suis fait une amie, Claire, une voisine douce, qui m'a invitée à son anniversaire. Ce jour-là, j'ai ri. J'ai dansé un peu. C'était court, mais c'était vrai. Chaque soir, je ferme les yeux avec une prière simple. Faites qu'un jour, ils me regardent sans douleur. Qu'un jour, je puisse les serrer contre moi sans honte. Qu'un jour, ils m'appellent maman, sans colère. Je ne rêve plus d'amour, ni de contes de fées. Mon seul rêve, c'est le pardon. Pas celui qu'on exige, mais celui qu'on attend, en silence, en restant debout, même seul. Marie-Isabelle vit aujourd'hui dans un petit appartement modeste. Elle n'a pas refait sa vie. Elle n'a pas reconstruit sa famille. Mais elle a trouvé une chose rare, l'honnêteté avec elle-même. Elle sait que ses fils ne lui doivent rien. Mais chaque matin, elle espère encore. Parce que parfois, l'amour ne suffit pas. Il faut aussi du temps, du silence et une infinie patience. Et elle est prête à attendre.